Donc, je me présente rapidement, peut-être, tant que je suis visible, puis après, comme ça, je partagerai l'écran pour les photos. Donc, je m'appelle Bastien Lamarque, j'ai 35 ans, et puis, je me suis lancé dans la théiculture depuis 5 ans, officieusement, on va dire, pour expérimenter. Et puis, en tant que théiculteur, agriculteur, depuis vraiment 2 ans, voilà, où j'en fais une grosse part de mon activité. Alors, je vais partager l'écran. Ouais, tu nous partages ta présentation. Ouais, parce que à chaque fois, c'est le challenge de comment rendre ce moment de 1 heure vivant, sachant que on est quand même en ligne et qu'on voudrait aller se balader dans tes jardins. Donc le deal, c'est un peu de se dire, en fait, on va faire une interview un peu comme si on était une réunion entre amis, et en même temps, on partage des visuels parce que, en fait, ça fait rêver et puis ça rend, ça rend, c'est pas que ça rend crédible, mais en tout cas, ça apporte, voilà, c'est tellement beau en fait, les jardins, les végétaux que, voilà, ça nous permet de mettre une image sur les mots. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Yes, c'est parfait. Super, bon, voilà. Alors, je voulais juste introduire le sujet en expliquant, donc juste pour terminer mon parcours. Donc moi, j'ai été paysagiste en fait et passionné de plantes. Donc voilà, c'était naturel que je travaille en lien avec les plantes. Et puis le théier, pour expliquer juste l'histoire, ça m'est tombé un peu dessus parce que j'étais aussi formateur technique et en fait, c'est en aménageant un, un jardin en fait avec un projet d'étudiant que j'ai découvert le théier. Voilà, donc ça m'est un petit peu tombé dessus et j'ai trouvé ça super. Donc j'ai creusé un peu le sujet et depuis voilà, maintenant j'en ai fait une partie de mon métier. Donc c'est une plante aussi qui m'a permis de transiter vers un avenir un peu plus agréable puisque voilà, j'arrivais un peu au terme de mon ancien métier. Donc voilà, c'est une plante que j'apprécie beaucoup pour ça parce que c'est un peu un renouveau pour moi. Et là, je vous présente le phénomène de guttation à côté de la fiche des alvéoles. Donc ça, c'est sur des feuilles de théier un peu matures, un peu anciennes, mais c'est très joli. Le théier, il respire aussi, il vit beaucoup par ses feuilles. Voilà, donc c'est quelque chose de très joli après l'arrosage ou la brume du matin. Ok. Donc pour expliquer, Système de guttation. Très bien. oui, c'est ça. C'est très joli. On le voit aussi sur plein d'autres végétaux. L'alchimie aussi, qui est une super plante couvre-sol demi-ombre. Voilà, c'est très joli. Ça perle sur la marge. Voilà, donc ça, c'est quelques photos qui résument un petit peu mon activité. Donc, je suis spécialisé sur la culture du thé. Je fais aussi du safran. Et puis, j'ai une partie pépinière donc où je propose donc j'élève et puis je produis mes plantes de théier sur une dizaine de variétés et de références, donc par semis et par bouture. Et puis, à côté de ça, j'ai gardé une activité de formateur technique en lycée agricole et une partie aussi de production de plants de légumes. Et puis, donc, je cultive beaucoup, enfin, je cultive en agroforesterie, en fait. Donc, je mêle des pommiers et des théiers sur les mêmes parcelles pour l'ensemble des services écosystémiques qui se rendent, à savoir l'ombrage pour l'étayer, puisque c'est une plante qui pousse en mi-ombre, mais on va le détailler tout à l'heure un petit peu sur la technique. Voilà, donc là, ça illustre, à gauche, vous avez un plan voilà, de 2 ans qui est rempoté. Et puis après, des jeunes pousses là sur le panier. Ça, c'était la cueillette de l'année dernière. Donc, c'était une cueillette assez fine plutôt pour produire du thé blanc. On pourra parler un petit peu tout à l'heure de la transformation et puis comment on arrive à avoir différentes couleurs de thé. Et à droite, donc c'est une illustration d'une plantation que j'ai fait il y a 2 ans. Voilà, maintenant les théiers sont un petit peu plus gros sur des plants qui avaient 3 ans, qui ont été mis en terre à 3 ans, donc qui étaient déjà assez gros, avec un apport de BRF, donc bois raméal fragmenté, sur lesquels je rajoute après des résidus de tonte pour apporter aussi de l'azote et puis équilibrer tout ça. Du coup, donc tu es bien en Bretagne, hein, on est ici en Oui, France et on fait pousser du thé.
Et ça fait combien de temps? Parce que, un peu dans l'histoire, enfin, d'après ce que j'ai compris, en fait, donc, tu étais paysagiste et avant de te lancer dans le grand bain, tu as quand même testé les choses un peu en mode enfin, artisanal chez toi. Et ça va nous intéresser aussi pour savoir comment on fera pour le faire chez nous. Mais voilà, donc Bretagne et depuis combien de temps? C'est ça les questions. Exactement, voilà. Donc je me situe exactement entre Rennes et Saint-Malo, donc à 20 minutes au nord de Rennes et puis à 35 minutes de la côte. En effet, donc ça fait 5 ans que j'expérimente. Donc j'ai planté mes 6 premiers théiers il y a 5 ans, qui maintenant font à peu près 1,20 m. Donc c'est la taille idéale, puisque ben, ils arrivent à maturité. Donc là, on commence à avoir des récoltes intéressantes. Et puis, donc je me suis lancé vraiment à plus grande échelle, donc sur 5 hectares depuis 2 ans. Et officiellement, pour la MSA, environ un an, quoi. Hmm. Voilà, donc là, je vous présente quelques photos de mes productions. Le safran, qui lui se récolte, c'est cette magnifique fleur, c'est une des rares épices qui se produit avec une fleur et qui se consomme en sucré et salé, donc qui arrive plutôt en octobre. Donc c'est aussi un choix par passion, mais par répartition de la charge de travail, puisque le safran, c'est en octobre le gros de la cueillette. Donc ça permet d'équilibrer avec le thé et la production des plants qui se fait plutôt au printemps. Et puis donc j'ai créé T'as- cette Orteus, donc c'est la marque de mon entreprise. Super. Est-ce que tu as fait le safran, enfin, tu t'es lancé dans le safran en même temps que le thé avec cette idée de se dire c'est complémentaire ou Alors c'est d'abord un engagement parce que le constat c'est que je voulais me sentir aussi utile, hein. Donc bon, on sait tous les enjeux environnementaux et sociétaux qui existent actuellement. Donc à la fois mon engagement c'était de travailler avec le végétal. Bon, voilà, pour tous les intérêts qui existent avec le végétal, qu'on connaît ou parfois il faut encore convaincre les gens, mais bon, ça c'est notre travail à tous. Et l'idée c'était en tout cas d'essayer de produire des choses qu'on importe beaucoup en France et pour lesquelles il n'y a pas de traçabilité et où on peut avoir des problèmes en fait, soit d'usurpation, ça arrive beaucoup sur le safran, hein. On retrouve même en grande surface, proche de chez nous, des choses qui sont frelatées, comme de la brique, du plastique en fait, notamment dans le safran en poudre. Je parle bien en France, hein, sur beaucoup d'échantillons, presque les 2 tiers en fait. Et le thé, c'est pareil, donc c'est un produit qui peut être beaucoup traité. Alors, il y a quand même de nouvelles orientations avec des consommateurs qui font attention et qui vont se diriger vers du bio ou alors en tout cas avec des produits tracés. Mais en fait, la grosse majorité du thé consommé en France, on a très peu de traçabilité, notamment les thés en sachet, voilà, qu'on achète souvent en magasin, où on sait d'ailleurs rarement même le pays, et donc la région, si c'est la Chine, c'est encore beaucoup plus rare. Voilà, donc c'est vraiment un engagement pour la santé et aussi l'environnement, et puis voilà, personnel et professionnel pour m'épanouir dans mon métier. cool. Et aussi, du coup, pour enlever ces genres de mafia, en fait, c'est presque des trucs de mafia, en fait, ce que tu racontes. Ok, Oui, super. voilà, ben, c'est toujours comme beaucoup de sujets, hein, des enjeux économiques derrière, donc forcément, Ouais. mais bon, c'est le consommateur qui en pâtit à la fin, donc voilà. Euh, Hmm. mais on peut parler un peu de l'histoire du thé pour introduire. Alors, je parlerai de ma production, on rentrera un peu dans le technique et le pratique, mais c'est bien de dézoomer un petit peu déjà les choses. En fait, bon, vous allez trouver plein de chiffres, hein, sur Internet et tout ça, donc je préférais juste donner quelques anecdotes qui sont un peu moins connues. Donc, le thé, c'est consommé depuis 4000 ans en Chine, hein, c'est des productions qui sont millénaires. En Europe, les Anglais ont beaucoup démocratisé la consommation du thé. Et en France, en fait, il y a des écrits comme celui que vous voyez là à gauche, où on mentionne le botaniste Guillemin en 1838, lui qui est parti au Brésil. Et à l'époque, ils avaient déjà identifié que la Bretagne et d'autres régions de France étaient propices à la culture du thé. Donc, on a des sols acides, des bocages qui vont permettre de produire de l'ombrage, et puis une hygrométrie constante aussi avec une pluviométrie adaptée. Donc, tous ces facteurs-là étaient réunis en Bretagne. Et donc, Guillemin a fait cette mission au Brésil. Donc, il est allé rechercher, selon les écrits, 3000 plants de théier au Brésil.
et il les a rapportés. Voilà. Alors pendant le trajet, apparemment, il y aurait eu un peu de dégâts, donc il y en a la moitié à peu près qui sont arrivés à destination. Et au final, ce monsieur est décédé quelques années, je crois que c'est 2 ou 3 ans après son retour, ce qui fait que les plans se sont un petit peu perdus. En fait, cette filière naissante aurait pu démarrer beaucoup plus tôt, mais malheureusement, le destin a fait que Guillemin n'a pas pu, je pense, démocratiser la culture du thé. Et donc, comme le théier a des fleurs plutôt discrètes, on pense que c'est le camélia d'ornement qui, à ce moment-là, a pris un peu le dessus. Et les théiers qui se sont retrouvés parfois dans des châteaux, des jardins, en fait, étaient un petit peu insignifiants ou méconnus, ce qui fait que cette culture-là s'est peu démocratisée. Voilà. Et puis, on parle du domaine de Trévarez. Donc, il y a un théier qui est breton et qui s'appelle le théier Trévarez. Donc, c'est une variété, un cultivar. Et donc, ce théier-là, qui est notamment intéressant pour le thé vert, a été retrouvé dans la collection de camélias au château de Trévarez et actuellement a été multiplié par des passionnés. Voilà, et j'en ai quelques dizaines dans mes plantations. Hyper Oui, intéressant. Du coup, là, tu es en train de nous raconter donc l'histoire du thé qui était en France, en Bretagne, qui est un peu comme disparu. Et là, vous êtes en train de remonter la filière. Donc là, tu es en train de nous exactement. expliquer comment vous faites. Super. Mm. Voilà, donc en fait, c'est un peu méconnu, mais en Europe, il y a beaucoup de plantations. Donc aux Açores, par exemple, sur la carte que vous voyez en haut à gauche, c'est des plantations assez anciennes. Alors là, on n'est pas sur de la variété sinensis, c'est plutôt de la Samica, donc c'est un théier qui va résister plutôt à des climats chauds et très, très humides. Le sinensis, celui qu'on va retrouver plus proche de chez nous, et en tout cas en métropole française, est beaucoup mieux adapté, même si on peut quand même cultiver la Samica, mais ça craint quand même plus le froid. Et puis voilà, en fait, vous avez du thé en Italie, vous avez du thé en Galice, vous avez du thé sur le Royaume-Uni, vous avez du thé en Géorgie, la Géorgie qui est un pays très, très connu pour le thé, puisque c'était d'anciennes plantations de l'URSS notamment, puisque les Russes voulaient concurrencer le marché, enfin la production chinoise. Puis après, forcément, quand il y a eu les problèmes géopolitiques qu'on connaît, les plantations ont été abandonnées. Voilà, donc en fait, on pense souvent à l'Asie pour le thé, mais il y a l'Afrique aussi qui est bien représentée, bien sûr, et l'Amérique latine. Voilà, mais on a des plantations très proches de chez nous et des vieilles plantations. Donc moi, je fais partie, je ne l'ai pas dit en présentation, mais de Tea Grow in Europe. Donc c'est une association européenne où on est une cinquantaine d'adhérents de beaucoup de pays d'Europe. Voilà, donc moi, je suis le trésorier de l'association depuis cette année. Pardon. Et donc, en fait, on fait du partage d'expériences. On fait aussi, voilà, ça arrive des voyages pour découvrir d'autres cultures. Et là, cette année, j'ai rencontré des Allemands qui ont, eux, planté depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc c'est des projets qui ne sont pas trop connus, mais en fait, il y a du thé très proche de chez nous. Et en France, donc, la filière a démarré il y a une quinzaine d'années avec les pionniers, les premiers planteurs. Moi, on va dire que je suis la troisième génération un petit peu de planteurs. On estime qu'il y a une cinquantaine de projets sérieux, donc, dont voilà, la Bretagne est très bien représentée pour son histoire et son terroir, je pense aussi, et le côté acclimatation qui est quand même assez facile. Si vous regardez le Pays Basque aussi, là, sur la carte de droite, est bien représenté, puisqu'il y a une pluviométrie intéressante, il y a le relief aussi qui amène une certaine qualité de terroir. Et puis, voilà, la Normandie, il y a un projet sur Paris aussi, et puis il y a une entreprise voilà, qui a travaillé aussi sur le développement dans le Roussillon. Il y a vraiment plusieurs projets voilà, qui émergent petit à petit et je pense que ça va aller crescendo dans les prochaines années. Vous pouvez retrouver, d'ailleurs, j'ai précisé toujours les sources, donc des collègues et puis des entreprises et administrations qui ont travaillé sur certains de ces documents. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière d'accueillir Angèle Allard, c'est une étudiante qui a été émissionnée par VG Police Vallée pour faire un inventaire de la filière thé. Donc, elle est venue à la rencontre des producteurs, mais elle est aussi allée à la rencontre de sommeliers du thé et puis l'ensemble d'acteurs, de producteurs, d'horticulteurs de la filière, de spécialistes. Donc, elle a fait ce travail de compilation et puis son mémoire est vraiment intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un mail ou contacter VG Police Vallée. Ça a été un financement en partie public et puis par des entreprises
entreprise. Donc, les résultats, enfin, le travail qu'elle a fait est accessible sur demande. Ça compile beaucoup d'informations, en tout cas très récentes. Et ils ont développé aussi donc, un outil d'aide à la décision, notamment pour les chambres d'agriculture, pour essayer d'estimer la viabilité des projets en TI-culture. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour dresser un petit peu encore le portrait de la filière thé, notamment en France, donc, il y a un programme qui s'appelle Fierté aussi, c'est la petite image en bas à gauche. Ce programme, ça a été monté par des financements publics aussi, CASDAR notamment, et c'est porté par le CAT. Le CAT, c'est un centre d'expérimentation horticole qui se situe à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère, en Bretagne, et qui étudie actuellement donc l'ensemble des variétés de théiers, la multiplication, donc tout le côté pépinière du théier, l'épaillage, le désherbage, voilà, l'entretien, les densités de plantation. Voilà, donc c'est une grosse étude qui est en cours, qui a commencé l'année dernière et qui se fait sur 5 fermes tests dans le sud-ouest de la France et puis en Bretagne aussi. Et Bon, voilà. et du coup, j'ai l'impression qu'on sait tout là sur la filière thé. Est-ce qu'on rentrerait pas un petit peu sur le vif du sujet, à savoir peut-être plutôt le côté plantes ou autres. Voilà. Après, Ouais, je sais que parmi notre communauté, il y a aussi toute une partie qui sont des pros, donc qui peuvent être aussi des agriculteurs en agroforesterie, etc. Donc c'est sûr que c'est en tout cas des éléments hyper importants pour eux, mais ouais. oui, avec grand plaisir. Et puis, s'il y a des questions, on peut toujours m'envoyer un mail. Et puis, voilà, on fera du relais s'il y a des demandes d'informations. Il y a aucun problème. Là, je vous montre très rapidement ces quelques photos. Ça, c'était tout simplement au Pays de Galles. En Écosse, pardon, c'était en Écosse. Donc, voilà, c'est des plantations qui sont en bord de mer et sur des terrains en pente aussi et qui se portent très bien. Donc voilà, c'est pour montrer qu'il y a aussi des très belles plantations proches de chez nous, en fait. Ouais. Et l'Asie n'est pas le seul continent producteur. Alors même si ça reste anecdotique en termes de quantité de thé produit, mais c'est que ça a eu quand même le mérite voilà, d'exister, d'être expérimenté et puis d'évoluer aussi constamment. Hmm. Alors du Alors, coup, ça y est, on passe à la partie plante. Tu nous oui. expliques ce que c'est, comment tu l'acclimates, comment tu l'as introduit, comment tu l'as sélectionné, quelles sont les différentes espèces qui existent. On est tout Oui. tué. Avec grand plaisir. Alors le thé, bah, c'est déjà une plante magnifique hein, et voilà, par prédilection, au niveau de l'agroforesterie, c'est la plante parfaite puisqu'elle pousse plutôt en sous-bois. Le théier aime pas le soleil direct, en tout cas en l'absence d'humidité. Donc en métropole où on peut avoir des climats qui sont intéressants, Normandie, Bretagne, Sud-Ouest, mais je pense qu'aussi au niveau du Massif central, des Alpes, on peut retrouver des contextes pédoclimatiques très intéressants. Mais en tout cas, voilà, ça préfère la mi-ombre ou l'ombre. Donc c'est un arbuste, c'est une plante persistante, pérenne qui peut vivre jusqu'à 2500 ans hein, dans la communauté du Yunnan en Chine. Voilà, on a des sujets qui sont très très vieux. Au Japon, en culture très intense, bon, ben, les théiers sont remplacés plutôt tous les 30 ans. Donc voilà, ça va dépendre vraiment comment on va le cultiver. C'est une plante donc, qui supporte très bien la taille, ce qui fait qu'au niveau de la cueillette, en fait, ça va le densifier. Et puis c'est plutôt, c'est vraiment pas un problème pour le théier, voilà, d'être cueilli. Mais si on la laisse s'exprimer, c'est une belle plante aussi qu'on peut planter en haie puisque c'est persistant. Donc, ouais, c'est une plante très intéressante. Sur le contexte du sol, ben, c'est vraiment une plante qui aime les sols acides. Hein, donc, c'est une plante de terre de bruyère. Qui a une grosse racine pivot d'ailleurs. Donc, ça aime quand même les sols plutôt drainants, comme un camélia. En fait, c'est de la famille des Théacées, donc des camélias. Et puis, donc, le théier, c'est une plante assez résiliente, même si elle est un peu malmenée. Donc, moi, sur des parcelles, je vous montrerai tout à l'heure, mais il y a des plantations qui sont quand même au soleil du fait qu'il n'y ait pas d'arbres. Malgré ça, ça reste une plante assez solide, voilà, qui est plutôt voilà, solide sur le long terme et quand elle est dans un contexte qui n'est pas forcément favorable. Donc en haut à droite, je vous ai mis une fleur de théier. Ça a des pétales blancs et puis de nombreuses étamines jaunes.
Juste en dessous, vous avez des graines de théier. Voilà, donc c'est la forme d'une noisette. Un théier de 5-6 ans, il peut déjà donner une bonne 50aine de graines, donc c'est une plante assez généreuse. Et donc en bas à gauche, vous avez l'enveloppe du théier. Donc c'est un fruit le fruit est enfermé, les graines sont enfermées dans cette enveloppe. Et en fait, il exprime une sorte de déhiscence. Donc quand on se rapproche du mois d'octobre, novembre, en fait, l'enveloppe va s'ouvrir, la coque va s'ouvrir et va libérer les graines qui souvent tombent au pied du théier et puis qui vont avoir l'ombrage et puis la fraîcheur du sol idéal pour se ressemer. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous voulez retrouver l'intégralité de cette conférence, rejoignez-nous sur notre site internet. Inscrivez-vous sur notre plateforme pédagogique pour rejoindre notre communauté apprenante. Vous y découvrirez bien plus de contenu et en nous soutenant, vous participez non seulement à la création de nouveaux contenus inspirants, mais aussi à l'investissement dans des projets régénératifs, l'accompagnement de nouveaux projets, peut-être le vôtre un jour. J'espère à tout bientôt.